Je vais vous demander pendant quelques minutes de mettre de côté vos sentiments. Vous êtes dans la peau du maire d'une ville, appelée Aurillac. C'est une ville prise totalement au hasard, ça pourrait être valable pour n'importe quelle ville. Chaque année, on dénombre des dizaines de morts dus à des virages dangereux. On met pas en cause les automobilistes, les virages par temps de pluie sont réellement un problème. Un budget est enfin mis en place pour sécuriser les routes concernées. Vous avez donc à votre disposition 11,2 millions d'euros, assez d'argent pour sécuriser plusieurs virages. Lesquels vous choisissez ? Bon, très logiquement, vous allez me répondre ceux où il y a le plus de morts. C'est d'une logique implacable, on tente de sauver autant de vies que possible. Sauf qu'en regardant uniquement le nombre de morts par virage, on tue plus de gens. Parce que, je vous ai pas tout dit, les chantiers n'ont pas le même prix. Le virage le plus meurtrier est peut-être le plus cher à reprendre. Et avec cet argent-là, on aurait pu en traiter 5 autres, moins meurtriers chacun, mais qui, une fois additionnés, font plus de morts. Dans un monde avec des ressources limitées, classer par nombre de morts, ça coûte des vies. Donc on classe autrement. On calcule les euros dépensés par vie sauvée. Le plus rentable d'abord, puis on descend. Et là, on a encore mis de prix sur personne. On essaie juste de réduire le risque. Sauf qu'à un moment, le budget est vide. Le dernier chantier financé revenait à 700 000 euros par vie sauvée. Le premier qu'on refuse en coûterait un peu plus. Et là, je m'arrête ici 2 secondes. On vient de dire que la valeur d'une vie sauvée est de 700 000 euros. Alors, autant poser la question, combien vaut votre vie ? Je me permets de vous raconter ma vie et le problème que j'ai, et que vous avez certainement. Il m'arrive en général, en rentrant du travail, de vouloir me faire plaisir et de consommer du soda. Alors évidemment, boire de l'eau c'est excellent et je vous encourage à le faire. Mais si comme moi il vous arrive de faire quelques écarts et de consommer des sodas bourrés de sucre de temps en temps, je vous présente Oli. Oli, vous connaissez déjà forcément, c'est des soft drinks avec un goût super, sans taurine, sans sucre, avec des arômes et colorants naturels. C'est très pratique et rapide à préparer, regardez, on verse dans le shaker, on remue, en moins d'1 minute c'est prêt. Et vous avez le choix, la gamme Iced Tea avec des antioxydants et extraits de thé, mais ma préférée personnellement, c'est Hydration, avec des électrolytes et minéraux, sans sucre, sans caféine, avec tout plein de goût. Mon petit préféré du moment, c'est Pêche Blanche, léger, rafraîchissant, c'est parfait pour les balades ou au bord de la piscine. Il m'arrive d'avoir un gros coup de mou en début d'après-midi. Et bien Oli a une gamme parfaite pour ça. La gamme énergie, à base de caféine, Newcaf et thé vert, vous pourrez rester concentré sur de plus longues périodes et éviter le crash que vous avez avec de la caféine. Et là, j'aime particulièrement le goût Capybara Colada. Regardez les vitesses de pointe que vous pouvez atteindre avec ces boissons. Malgré tous ces avantages, il y a de la caféine dedans, donc on respecte les doses journalières. Pour tester sans se prendre la tête, Oli propose le Starter Set de luxe, avec un shaker et des sachets de toutes les gammes. Et c'est pas tout, vous avez moins 10% avec mon code TRAI sur votre première commande. Merci encore à Oli. Le lien est en description. En fait, le problème il est un peu mal posé, parce qu'il existe une question à laquelle vous répondez tous les jours, et qui concerne toute notre société. Combien êtes-vous prêt à payer pour réduire un peu votre risque de mourir ? Vous y répondez quand vous choisissez une voiture mieux notée qu'une autre au crash test, quand vous acceptez ou refusez un travail dangereux mais mieux payé. Ça peut y ressembler, mais quand vous faites ça, vous chiffrez pas votre vie directement, vous chiffrez un risque. Et tout ce qui tient dans cette vidéo suit de ce glissement, parce qu'en agrégeant tous ces petits arbitrages qu'on fait sur une population entière, on obtient un nombre. Prenez par exemple 100 000 personnes, proposez-leur de payer chacune 100 € pour réduire leur risque de mortalité, de 3 sur 100 000 à 1 sur 100 000. Vous récoltez 10 millions d'euros et vous évitez 2 décès. Sans le savoir, ce groupe vient de fixer la valeur de la vie humaine à 5 millions d'euros. Ces 2 personnes sauvées, on ne saura jamais qui elles sont, elles-mêmes elles le sauront pas. C'est pour ça qu'on appelle ça une vie statistique. La France et de nombreux autres pays possèdent ce nombre, il est officiel, et il a servi à décider quels virages ont été repris cette année, quels médicaments sont remboursés, et quelles normes anti-pollution sont passées. C'est un nombre qui a suscité un grand nombre de polémiques depuis sa création, de la façon dont il est calculé à travers le monde et comment il a évolué au fil des années. 1970, Ford veut un modèle compact pour contrer les japonaises, ce sera la Pinto. Développée aussi vite que possible, sortie aussi vite que possible. Il y a néanmoins un problème, le réservoir est placé à l'arrière, juste derrière l'essieu. En cas de choc arrière, il se perd fort. Et la voiture prend feu.
Ford le sait très bien, en fait leur test en interne le montre. Une pièce à 11 $ réglerait le problème. Personne ne le sait, du moins pas avant qu'un mémo en interne fuite en 1977. Dans ce mémo, on voit que Ford y aurait fait le calcul. 11 $ fois 12 millions et demi de voitures. Ça fait environ 137 millions de dollars. Donc ça, c'est le prix de la sécurité. Maintenant, voici le prix des morts. Statistiquement, on pourrait compter à peu près 180 morts, chacun chiffré à 200 000 $, plus quelques blessés, on obtient 49 millions de dollars, alors que corriger le problème coûte 137 millions. Ne rien faire et dédommager les familles en coûterait 49. Donc Ford n'a rien fait. Le journaliste Mark Dowie avance 500 morts. Ford devient l'entreprise qui a calculé qu'il était moins cher de laisser brûler ses clients. Ça, c'est ce que le public a vu, c'est ce que les médias ont relayé et ce que vous avez peut-être vu dans la vidéo de Sylvain. Pourtant, le mémo qui a fuité, il disait pas vraiment ça. Il existe, d'ailleurs on peut le lire, il est nommé « Décès liés aux fuites de carburant et aux incendies consécutifs à un accident ». Il a été écrit en 1973 par 2 employés de Ford, Grush et Sonby. Premier problème. Si on parcourt le document dans son intégralité, on remarque que le mot Pinto n'y figure pas. Et il est écrit en 1973, ça fait déjà 3 ans que la voiture est vendue dans le monde. Deuxième problème. C'est pas un document interne. Ce que vous voyez là, c'est une pièce déposée auprès du régulateur américain, la NHTSA. Ce document, il avait pour but de contester un projet de norme fédérale. En gros, ce mémo n'est pas un calcul que Ford essayait de cacher. Mais du coup, pourquoi? Parce que là, ils ont clairement l'air de se saboter eux-mêmes. Pour mieux comprendre, voilà le 3e problème du document, et sans doute le plus gros. Les 12 millions et demi de véhicules, ce sont pas des Pinto. C'est la production annuelle totale sur le marché américain, tout constructeur confondu. Les 180 morts, c'est pareil. C'est une estimation nationale annuelle, sur tous les véhicules. On parle pas de 180 morts dans des Pinto précisément. D'ailleurs, on parle même pas de choc arrière dans ce document, on parle de tonneaux. Le scénario du mémo, c'est une voiture qui se retourne et dont le réservoir fuit. Rien à voir avec le défaut reproché à la Pinto. Et cette petite mise en scène, elle est construite autour d'un nombre, 200 000 $. Le prix d'une vie humaine selon Ford. Et c'est pas Ford qui l'a inventé. Il vient d'un rapport de la NHTSA en 1972. C'est le chiffre du régulateur américain lui-même. Donc, voilà ce qui s'est réellement passé. La NHTSA devait justifier ses normes en pesant coûts et bénéfices. Sauf que début des années 1970, l'agence souhaitait renforcer une norme sur la sécurité des réservoirs. Et Ford en profite pour mettre en évidence le soi-disant problème. Si on regarde les recommandations de la NHTSA en termes de coûts et bénéfices, cette norme n'est pas rentable et ne doit donc pas être appliquée. Donc le calcul il est grotesque et Ford pensait sérieusement pouvoir convaincre la NHTSA avec ce papier. Donc c'était très maladroit évidemment et assez lamentable, on est d'accord. Mais c'est loin d'être une histoire aussi sombre que celle promise par les médias et qu'on retrouve sur internet. Reste quand même une question, est-ce que la Pinto elle brûlait vraiment plus que les autres ? Si on regarde les données de la NHTSA, on en apprend un peu plus. La Pinto, c'était pas vraiment une anomalie, elle était dans la moyenne. C'était une petite voiture des années 70, parfaitement normale, dont le nom a été l'un des plus moqués de l'histoire américaine. Par contre, cette histoire, elle soulève un problème bien plus profond, le calcul froid et sans émotion de la mort. Mettre un prix sur la vie humaine, qui serait une base d'application pour les calculs de risque. Et ça, en réalité, c'est une histoire d'État. Et ce prix, il existe. Et il fallait bien que quelqu'un le calcule. Alors comment on calcule ça ? Jusqu'aux années 60, on utilisait une méthode qui s'appelle le capital humain. Le principe est simple, une vie vaut ce qu'elle va produire. On additionne les revenus futurs de la personne, on actualise et on obtient un prix. Ok, je vous laisse 2 petites secondes pour réfléchir au problème. Un retraité ne vaudra plus rien, il vaut 0. Une personne lourdement handicapée vaut 0 également. Et cette méthode, on vient de la voir en réalité. Les 200 000 $ que Ford avait repris à la NHTSA, ils venaient de là, du capital humain, le prix d'une vie américaine calculé comme on calcule un manque à gagner. Et ça va poser problème à un économiste américain, Thomas Schelling. Il le sait pas encore, mais il deviendra prix Nobel et il changera complètement la façon dont on voit ce calcul. Son idée, elle paraît directement bien plus sensée. Il faut arrêter d'essayer de mettre un prix sur une vie, et plutôt essayer de mettre un prix sur un risque. Parce que personne n'est capable de dire ce que vaut sa propre vie, et personne n'a envie de faire ce calcul, c'est parfaitement normal.
Mais tout le monde, tous les jours, accepte ou refuse de payer pour réduire un risque de mourir. Et ça par contre, même si c'est inconfortable, ça se mesure. Deux façons de s'y prendre. La première, on regarde ce que les gens font. Un métier dangereux est mieux payé qu'un métier équivalent qui ne l'est pas. Et cet écart de salaire, c'est le prix auquel les gens acceptent un risque. On appelle ça les préférences révélées. La deuxième méthode, c'est de leur demander. On fait des enquêtes sur des échantillons représentatifs. On demande à un panel combien il serait prêt à payer pour un dispositif qui réduit tel risque. Et ça porte le nom de préférences déclarées. Bon, les deux méthodes ont leurs défauts. La première, elle suppose que les gens connaissent les risques qu'ils prennent, tandis que la seconde suppose qu'ils répondent honnêtement à une question hypothétique. Donc, on croise les deux, on agrège ces données et on obtient une fourchette. Cette fourchette, elle sert de barème pour créer des mesures qui ont pour but de réduire le risque. Par exemple, on pourrait être prêt à dépenser 3 millions d'euros pour réduire la mortalité routière, ou encore 5 millions pour éviter certains pesticides. Et il n'y a pas qu'un seul chiffre, loin de là. Aux États-Unis, le département des transports retient 14,2 millions de dollars pour 2025. 14,2 millions, c'est le budget maximal que l'État peut investir dans une mesure de sécurité routière, pour chaque décès qu'elle évite. Du côté du département de la santé, on a aussi un nombre, 13,7 millions cette année. Donc on n'est pas prêt à payer le même prix selon les secteurs, et selon les pays également. En France, la référence, elle vient d'un rapport de 2013, 3 millions d'euros, indexés depuis. On peut dire à peu près 3 millions et demi aujourd'hui. 13 millions aux États-Unis contre 3 millions et demi en France. Et là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Une vie américaine vaudrait 4 fois une vie française. Ça pose déjà un énorme problème d'équité entre les pays, mais il y a bien pire. Au sein d'un seul et même pays, la plupart des États sont incapables d'appliquer leur propre barème de manière cohérente. 1995, une équipe de Harvard fait un travail que personne n'avait fait auparavant. Elle rassemble les évaluations économiques de 500 mesures qui sauvent des vies aux États-Unis. Ça inclut la santé, le transport, l'environnement ou la sécurité au travail. Et elle calcule pour chacune la même chose. Combien coûte une année de vie sauvée? Avec toutes ces données, on fait la médiane et on trouve environ 42 000 $. Ce nombre seul, il veut pas dire grand-chose. Ce qui nous importe, c'est l'écart entre ce nombre et les mesures les plus coûteuses. On trouve des mesures qui coûtent jusqu'à 34 milliards de dollars par année de vie sauvée. Là, ce que ça veut dire, c'est que certaines mesures ont un coût totalement démesuré pour leur efficacité. Ok, et l'équipe de Harvard a poussé la réflexion jusqu'au bout. Si on transfère les sommes de ces mesures inefficaces vers celles qui sauvent le plus de vies, on parvient à sauver 60 000 morts prématurées chaque année aux États-Unis, pour 0 € supplémentaire. Et je me permets quand même de faire une objection. Si on utilise ce système de rentabilité en favorisant uniquement le coût par vie sauvée, j'ai l'impression qu'on encourage le court terme. On oublie le bénéfice à long terme des traitements, très coûteux à mettre en place, dont la recherche se fait sur des années, et dont les bénéfices ne viennent que longtemps après. Et ça, c'est une objection qui est juste. Cependant, c'est pas ce que dit cette étude. Ici, on se concentre uniquement sur les mesures qui sont déjà en place, et qui n'auraient pas de marge d'évolution. Ce sont des mesures qui sont là parfois pour satisfaire des normes très coûteuses, et qui n'ont parfois un réel gain que très marginal. L'humain a du mal à saisir le poids et le coût de ces mesures, et ce tableau en est la preuve. Chaque million dépensé pour passer un risque de 0,01 à 0,009 sur une norme industrielle est un million qui n'ira pas équiper des ambulances, dépister des cancers ou sécuriser des routes. Donc cette étude, elle ne prend pas en compte toute la complexité de notre monde, elle a ses limites. Pour autant, son fond est très pertinent. Elle dit pas concentrons-nous sur le court terme, elle dit en réalité que sur un même horizon, nous dépensons des fortunes sur des risques marginaux tout en ignorant les risques majeurs. Ici, on peut voir une norme sur les polluants lors du mélange du caoutchouc, utilisé lors de la fabrication des pneus. Un coût astronomique pour se rendre compte qu'en réalité, non seulement la norme n'apporte que très peu de bénéfices sanitaires, mais qu'en plus de ça, elle augmente les dommages climatiques. Le risque dès le départ était jugé très faible, mais les réglementations obligent à traiter un cas qui n'a pas vraiment lieu d'être. Ce n'est pas parce qu'une norme part d'une bonne intention qu'elle est efficace. Utiliser des calculs de vie statistiques correctement, c'est s'éloigner de l'émotionnel et des erreurs de jugement que nous faisons au quotidien. C'est se rendre compte qu'on paye des millions là où ce n'est pas nécessaire.
Mettre un prix sur une vie, aussi froid, aussi immoral et aussi horrible que ça peut paraître, aussi dérangeant que ça le soit, ça permet réellement de sauver des vies. Refuser d'étudier ce prix ou au moins de le connaître, c'est fermer les yeux, fonctionner uniquement à l'émotionnel et perdre le contrôle de nos décisions. Nous devons trouver un juste milieu entre le cœur et le cerveau. L'un sans l'autre ne fonctionne pas chez nous comme il ne fonctionne pas ici. Et ce juste milieu est bien plus difficile à trouver qu'il n'y paraît. Regardez le Royaume-Uni. Il y a un organisme, le NICE, qui décide quels médicaments le service public de santé rembourse. Sa règle, elle n'est pas secrète, tout le monde peut la trouver. Un traitement est financé s'il coûte moins de 20 000 à 30 000 livres par année de vie en bonne santé gagnée. En gros, il cherche à maximiser le nombre d'années de vie en bonne santé pour l'ensemble de la population avec un budget fixé. On peut faire le calcul. Prenez une personne qui a encore 40 ans à vivre. À 30 000 livres l'année, ça coûtera environ 1,2 million de livres. Le problème, c'est que si on prend le ministère des Transports dans le même pays, pour un mort évité sur la route, on paye plusieurs millions, parfois jusqu'à 2,5 millions. 1,2 contre 2,5. Une vie sauvée sur la route vaut presque 2 fois une vie sauvée à l'hôpital. Plusieurs laboratoires pharmaceutiques ont annoncé suspendre ou annuler des investissements au Royaume-Uni, et le gouvernement américain a fait pression. Donc le seuil du NICE vient d'être modifié en avril 2026, passant de 25 000 à 35 000 livres. Le prix d'une année de vie britannique vient d'être renégocié à la hausse. Tout ça parce que l'industrie a menacé de partir. Ce rapprochement entre valeur de la vie statistique et les intérêts économiques, c'est loin d'être le seul problème. Jusqu'ici, on a admis une chose sans le dire, que ce chiffre vaut pour tout le monde. 3,5 millions pour vous, 3,5 millions pour moi. En fait, on vient de voir que c'est pas le cas. Si on sauve des années de vie, alors sauver un enfant ne rapporte pas la même chose que sauver une personne âgée. D'ailleurs, sachez qu'aux États-Unis, on aime bien tester des choses et on est allé jusqu'au bout de l'expérience. Alors, au début des années 2000, l'Agence de l'environnement va un peu plus loin. Elle élargit cette idée et fixe carrément un prix, 3,7 millions de dollars pour une vie en dessous de 70 ans, 2,3 millions au-dessus. La presse et les associations de retraités appellent ça le Senior Death Discount. Je vous passe les scandales à répétition. Peu de temps après, on abandonne cette distinction. L'âge, c'est pas le seul facteur qui dérange. En fait, c'est même la face émergée de l'iceberg. 1995, le GIEC prépare son deuxième rapport d'évaluation. Il faut chiffrer les dégâts du réchauffement climatique, et donc un grand nombre de morts. On confie ce chiffrage à des économistes. Ils suivent la méthode. Une vie dans un pays de l'OCDE est chiffrée à environ 1,5 million de dollars. Dans un pays en développement, les mêmes études qu'on mène sur place donnent environ 100 000 dollars. On finit par mettre en évidence une multiplication d'un facteur 20 entre différents pays. Donc forcément, ça passe pas du tout. À la relecture, beaucoup de pays sont sous le choc, l'Inde en tête. On parle publiquement d'une méthode qui dit qu'une vie américaine vaudrait 20 vies indiennes. Et la réponse des économistes, elle semble aussi inconfortable qu'imparable. La valeur d'une vie statistique mesure ce que les gens sont prêts à payer pour réduire un risque, pas leur valeur intrinsèque. Et ce qu'on est prêt à payer pour réduire un risque est borné par ce qu'on est capable de payer. Le vrai problème dans cette histoire, c'est pas de mettre un coup sur une vie statistique, c'est la façon dont on le fait. Là, cette méthode de calcul, elle cherche avant tout à protéger le capital et pas les vies humaines. On cherche pas du tout à sauver autant de vies que possible. Le GIEC abandonnera d'ailleurs par la suite son calcul, et à ce jour, on cherche plus à optimiser le coût par vie sauvée, en prenant de moins en moins en compte les revenus ou des facteurs comme l'âge. Si on parvient à en dépasser ses limites, cet outil va bien au-delà de notre intuition. Thomas Schelling l'avait déjà compris en 1968. Prenez cet exemple. On est dans un hôpital et une petite fille de 6 ans a besoin d'une opération. On connaît son nom, son visage et son histoire. Les dons vont affluer par milliers. Maintenant, annoncez que faute de budget, un hôpital va se dégrader et provoquer une hausse à peine perceptible de la mortalité. Personne ne bougera. Alors que les morts, dans ce second cas, ils seront bien plus nombreux. Et peut-être que même la petite fille qu'on vient de citer, elle est en réalité dans ce même hôpital. Mais les nombres marquent terriblement moins que les histoires. Alors, le calcul sans humanité est peut-être en réalité plus humain que nous ne le sommes réellement. Le miroir, il est très inconfortable, il déforme la réalité, il remet en question nos principes. Le regarder, c'est admettre que pour nos consciences, l'horreur commence seulement lorsque les nombres deviennent des noms.
3787 personnes sont dans un état grave en réanimation. Près de 33 000 décès. décès imputables à la chaleur ont eu lieu entre 2014 et 2023. C'est 23% de plus qu'à la même période l'an 197 dernier. décès supplémentaires ces 24 dernières heures.